nous sommes connus, toi-même, Boris Johnson, dans les années 90, alors que tu venais d'être frais et moulu correspondant de l'IB à Bruxelles, et que Boris était le représentant du Daily Telegraph. Et nous sommes connus en pratiquant des marathons. Tu te souviens des marathons agricoles à Luxembourg? Donc nous avons eu le temps d'échanger beaucoup à ces moments-là. Alors simplement, effectivement, j'étais à l'époque le représentant de la commission pour la communication agricole. Et depuis ce temps-là, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Tu es devenu un très grand spécialiste de l'Europe. Tu as participé, tu participes à de nombreuses émissions. Tu as écrit, je crée notamment tes deux derniers écrits sur l'euro et sur les salauds de l'Europe. Et contrairement à ce que l'on peut prendre, bien que tu parles d'achever l'Europe, en fait, tu pensais à parachever l'Europe, parachever l'euro. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tu es non seulement un grand connaisseur, mais un très fervent défenseur de la cause européenne. Et je voudrais simplement, en deux mots, citer deux traits de ton caractère. Tu te souviens peut-être pas, mais je t'appelais l'iconoclaste. Pourquoi? Parce que tu savais critiquer là où il fallait critiquer. Et je te rappellerai deux affaires, l'affaire Cresson et l'affaire Strauss-Kahn, entre autres. Voilà. Donc, tu étais un iconoclaste qui critiquait à bon escient. Deuxième trait de ton caractère, c'est que tu as horreur de la langue de bois. Alors, pour moi, qui étais porte-parole de la commission, c'était difficile de ne pas toujours pratiquer la langue de bois. Mais on a quand même pu échanger pas mal. Et au sujet de langue de bois, une anecdote. Je t'ai vu récemment dans une ancienne conférence avec Emmanuel Macron lorsqu'il était encore ministre des Finances. Et tu avais accepté d'être modérateur uniquement parce qu'il ne pratiquait pas la langue de bois sur l'Europe. Voilà deux des traits de ton caractère que j'ai beaucoup appréciés. Alors, pour revenir au sujet ce soir, ce que j'ai constaté, c'est que moi, en 30 ans de présence à Bruxelles, l'Union avait terriblement évolué. Un seul chiffre. Quand je suis arrivé, 80% du budget était un budget agricole. Maintenant, nous sommes peut-être à 35% du budget. Bon, c'est juste un exemple parmi d'autres. Ça prouve donc que l'Europe n'est pas statique. Et ce que nous allons te poser comme question ce soir, c'est d'essayer d'entrevoir ce que pourra devenir cette Europe dans les 50 années à venir. Alors, c'est un gros défi, mais je sais que tu es très capable. Voilà, bonne conférence. Donc bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. J'aurais préféré être à Uzès que coincé à Bruxelles, franchement, parce que c'est ici en Belgique, ils sont devenus totalement fous et toute l'Europe est devenue une zone rouge et donc c'est très difficile de se déplacer. On peut encore le faire, mais à ses risques et périls, on risque de se retrouver en quatorzaine. On vit un moment assez étrange. Moi qui croyais que la liberté de circulation était définitivement acquise, on voit que ça peut être remis en cause du jour au lendemain pour un virus qui, jusqu'à plus ample informé, en tous les cas, n'est pas la peste noire, contrairement à ce qu'on avait dit au départ. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'espace de circulation n'existe plus. Le marché intérieur est en train de se fractionner sous nos yeux et la Commission, curieusement, et le Parlement européen aussi, restent les bras ballants, tout aussi terrifiés par ce virus que les opinions publiques et le pouvoir politique. Donc c'est assez curieux comme période. On va revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a vécu une année particulièrement riche, dans le sens où il s'est passé énormément de choses. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on arrête de se souhaiter bonne année à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'est de pire en pire. On pensait avoir connu
la pire crise de l'histoire de l'Europe entre 2010 et 2012, et puis après avec 2015, la crise de la zone euro, où on pensait que la monnaie unique avait une chance, une possibilité d'exploser. On s'en est sorti par le haut, avec davantage d'intégration, même s'il s'agit davantage d'une intégration intergouvernementale que d'une intégration communautaire, une intégration fédéraliste. Fédéraliste et communautaire, ce sont des synonymes, mais pour ne pas faire peur aux gens, on n'emploie plus tellement le mot fédéraliste, on parle d'intégration communautaire. En l'occurrence, on a créé des organes propres qui ont permis à l'euro de survivre et ces organes peuvent venir en aide aux États qui connaissent des difficultés de financement. Je pense notamment au mécanisme européen de stabilité qui peut emprunter 750 milliards d'euros sur les marchés pour venir en aide aux États. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la Banque centrale européenne qui, elle, est un organe fédéral, au vrai sens du mot, puisque le gouverneur allemand a le même poids que le gouverneur maltais. Et donc, cette Banque centrale européenne a jeté par-dessus bord tout l'héritage de la Bundesbank et est intervenue massivement sur les marchés pour venir au secours des États qui étaient attaqués. Aujourd'hui, on a une Banque centrale européenne qui est aussi interventionniste que la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale américaine, ce qui n'était absolument pas prévu par les traités à l'origine. Donc, moi, après 2015, deuxième crise grecque, si vous voulez, je pensais que là, on était quand même bien lancé, qu'on avait une chance de poursuivre cette intégration au long cours, sans crise majeure, en dehors des crises habituelles, évidemment, crise internationale, crise des migrations, etc., etc. Et là, le coronavirus nous est tombé dessus et ça a été absolument dramatique pour l'Europe. Alors, ça a été dramatique pour l'Europe parce que le premier réflexe, et c'est ça qui est terrible, le premier réflexe des États, ça a été de protéger leur population. Ça a été des réflexes nationaux, des réflexes de défense de l'intérêt national. Et les citoyens, s'ils ne sont pas trompés, les citoyens ne sont pas tournés vers Bruxelles pour demander de l'aide, ils se sont tournés vers leur État national. Pourquoi ? Parce que la Commission n'a strictement rien vu venir. Et ça, c'est d'une gravité extrême, ce qui montre d'ailleurs qu'elle est de plus en plus, au fil du temps, elle se calcifie et elle devient un organe bureaucratique, technocratique, je dirais sans âme, composé de gens qui gagnent des sommes folles, vous n'imaginez même pas, hein, je veux dire que le salaire de 15 à 20 000 euros, c'est quelque chose de très courant, contrairement à ce qu'affirment les eurocrates, de gens qui n'ont pas conscience de ce qu'est le monde réel. Et lorsque l'Italie a commencé à être totalement débordée par le virus, hein, on comptait les morts par milliers, des morts de plus de 80 ans, mais quand même des morts, la Commission regardait ailleurs. Est-ce que j'exagère ? Non, regardez, il est sur le net, le discours des 100 jours d'Ursula von der Leyen, donc qui a pris ses fonctions, qui est la présidente allemande de la Commission européenne, qui a pris ses fonctions le 1er décembre. Pour fêter les 100 jours, donc nous sommes en février, elle fait un discours en salle de presse, et nous, totalement sidérés, on découvre que dans ce discours, non seulement elle ne dit pas un mot de la crise du coronavirus, donc qui ravage tout le nord de l'Italie, on ne parle que de ça. La France et l'Allemagne viennent de décréter des embargos sur le matériel médical à destination de l'étranger et donc de l'Italie. On est en train d'affronter à ce moment-là une crise migratoire. Erdogan, qui se transforme en nouveau sultan de la Sublime Porte, relâche petit à petit le contrôle de ses frontières pour laisser passer des réfugiés et des migrants à destination de la Grèce pour faire pression sur l'Union européenne, car vous savez, il allait viser en Méditerranée orientale. Elle ne dit pas un mot non plus de la pression migratoire. Il faudra que les journalistes lui posent des questions sur la crise des migrants qui remonte à une quinzaine de jours, et sur le coronavirus, pour qu'elle dise quelques mots. Et elle regarde ensuite, après ce discours qui était totalement lunaire, elle regarde l'Union européenne remettre en cause la libre circulation. C'est-à-dire que chaque État ferme ses frontières, comme si une frontière pouvait stopper un virus. C'est-à-dire dans un monde mondialisé dans lequel nous vivons, où les gens circulent d'un pays à l'autre, où il y a des frontaliers, comme si un virus pouvait être arrêté par des frontières. On le sait bien, il y a des précédents historiques, hein, par exemple la grippe espagnole de 1918,
qui a tué entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde. La fourchette est large parce que les statistiques n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Entre 50 et 100 millions de personnes entre 1918 et 1919 dans un monde de moins de 1 milliard d'habitants. Hein, si vous imaginez ce que ça se donnerait aujourd'hui, on serait à 700 millions de morts dans le monde dans lequel nous vivons, très loin des 800 000 morts actuels de la maladie. À l'époque, je vous le rappelle, l'Europe avait des frontières sérieusement fermées. On avait même des tranchées. On se tirait même dessus au canon. Et ben, ça n'a pas empêché une seconde le virus de se répandre à travers la planète. Ça ne l'a pas empêché. Néanmoins, les États, pris de panique, ont réagi nationalement par un réflexe vieux comme le monde, celui de la fermeture des frontières. Et la Commission, certes, n'a pas de compétences propres dans le domaine de la santé, mais aurait pu au moins agir politiquement en disant, attendez, ça ne sert strictement à rien, on va organiser l'aide à l'Italie, l'Italie est seule, il faut qu'on l'aide, on a un mécanisme d'urgence européenne qui a été créé sous l'impulsion de Michel Barnier, donc on va l'activer pour essayer de venir en aide aux Italiens. Non, regardez ailleurs. C'est un problème italien, cela ne nous regarde pas. C'est-à-dire même non seulement une absence de sens politique, mais une absence de sens même de la solidarité. Aujourd'hui, le problème d'un pays membre, d'un État membre, n'est évidemment pas son seul problème, c'est le problème de l'ensemble de l'Union européenne. Quand la crise des migrants a commencé en Grèce, il ne fallait quand même pas être un génie pour comprendre qu'un jour, les migrants qui arrivaient en Grèce allaient arriver en Allemagne, en France, en Suède ou en Finlande. Et là, ça a été exactement la même chose pour le virus. Alors, regardez ailleurs. Il a fallu qu'un État, en l'occurrence la France, en l'occurrence Emmanuel Macron, vous avez cité le nom tout à l'heure, intervienne à la deuxième semaine de mars en demandant à Charles Michel, le président du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, c'est peut-être une fonction qui a été créée par le traité de Lisbonne qui est entré en vigueur à la fin de 2009, convoque le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement pour mettre fin à ce désordre organisé, au fractionnement du marché intérieur. Le fractionnement du marché intérieur, c'est la base de la construction communautaire. Si le marché intérieur s'effondre, il n'y a plus d'Europe. C'est aussi grave que l'effondrement de l'euro, c'est simple. Et là, Charles Michel donc, a compris qu'il fallait convoquer d'urgence le Conseil européen. Il s'est réuni le 12 mars par téléconférence. Et là, les chefs d'État et de gouvernement ont convenu qu'il y avait des vrais risques de rupture des chaînes d'approvisionnement et que ça risquait de se traduire non seulement par une récession, mais aussi par tout simplement des problèmes de nourriture. Il y a des pays qui n'auraient plus pu recevoir de nourriture et on aurait eu des famines. C'était d'une gravité mais extrême. Donc le Conseil européen dit stop, on va mettre de l'ordre, et il a fallu une deuxième réunion du Conseil européen une semaine plus tard pour que petit à petit on se mette d'accord de façon coordonnée pour essayer de rouvrir les frontières, au moins au flux de marchandises, au moins. Parce que les camions étaient stoppés aux frontières, il faut se rendre compte de ce qui se passait à ce moment-là. Et alors là, la Commission s'est remise en marche, et franchement plutôt bien, c'est-à-dire qu'elle a fait ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire pondre des textes, des directives, des orientations, etc., pour que effectivement le marché intérieur qui était en train de connaître une embolie se remette à fonctionner. Ça ne s'est pas arrêté là. Très rapidement, donc on est, je vous le dis, le 17 mars, la France vient de décider de confiner sa population, donc d'assigner à résidence 67 millions de ses résidents, tout comme l'Italie, tout comme l'Espagne, tout comme la Belgique, donc 4 pays qui assignent toute leur population à résidence. Donc c'est un arrêt brutal de l'économie. D'autres pays ont confiné, mais moins brutalement que la France, l'Italie et l'Espagne et la Belgique qui ont choisi le modèle chinois. Donc on a confiné par exemple en Allemagne par cluster, on a fermé, on a interdit des centres de rassemblement, etc., etc. Ça a été une gestion plus intelligente selon moi de la crise, mais néanmoins l'économie a tourné au ralenti. En France, la production a chuté de 80%. En Allemagne, seulement de 60%. Mais c'est quand même 60%. On n'a jamais vu ça en dehors d'une période de guerre. Jamais. Donc les États ont vite compris qu'il fallait intervenir massivement dans les économies pour sauver ce qui pouvait l'être. Donc réouverture des frontières, on relance les chaînes d'approvisionnement, la circulation des marchandises, à défaut de celle des personnes, puisqu'elles sont assignées à résidence, donc elles ne peuvent pas circuler, et on autorise les États à intervenir massivement par le biais
dettes d'État et en empruntant massivement sur les marchés, donc en s'endettant et en creusant leur déficit pour venir en aide à leur économie. Et alors là, toutes les règles qu'on nous avait vendues comme totalement intangibles, le pacte de stabilité, paf, mis entre parenthèses, les règles sur les aides d'État, paf, mis entre parenthèses, du jour au lendemain, l'argent magique qui n'existait pas, paf, d'un seul coup il se met à pleuvoir, hein, la Banque Centrale Européenne lâche dans le système 1200 milliards d'euros, on se demande d'où ils viennent, moi j'ai toujours pas compris, hein. Personnellement, on m'a toujours dit pas d'argent magique, et du jour au lendemain, l'argent devient magique. Bon, voilà. Après, il va falloir expliquer aux gens qu'il va falloir payer des impôts pour rembourser une dette. Alors là, actuellement, il y a de l'argent partout. Il suffit de demander 200 millions à l'État, il vous trouve 200 millions, 20 milliards, etc. C'est des trucs qui étaient juste totalement inimaginables il y a 8 mois. Et où la Commission vous expliquait non, il ne faut pas s'endetter, ça, c'est pas bien. Là, on y va, c'est la fête. Hein. Quelque part, c'est un peu la fête. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui, vous avez fait, parce qu'on a beaucoup de questions. Vous avez fait un tableau assez négatif, là. Mais attendez, j'arrive justement à l'aspect positif. Non, parce que je voulais continuer dans le genre négatif. Vous nous parliez un peu du Brexit. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Est-ce qu'il va y avoir d'autres pays? Qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Il faut comprendre, l'Europe s'effondre, l'économie européenne s'effondre. La récession qu'on connaît aujourd'hui, c'est une récession qui n'a pas de précédent, par exemple pour la France, depuis 1942. À l'époque, on était occupé par l'Allemagne nazie. Je veux dire, les Français, de récession, ça savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas de formation économique. Donc, 10%, on s'en fout un peu. Non, ça va être une brutalité extrême. Les licenciements ont commencé. Actuellement, nous sommes sous antidouleur parce qu'il y a les dispositifs d'assurance chômage, du chômage partiel, donc qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui touchent 84% de leurs revenus. Ils ont eu une baisse de leurs revenus, mais ils ne sont pas au chômage. Ça va arriver l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va passer d'un taux de chômage de 8,4% en janvier 2020 à 11,5% de chômage en juin prochain. Donc, la récession est inimaginable. Le Brexit, c'est terminé. Parce que la peur du Brexit avant mars 2020, c'était que ça nous fait, si on n'avait pas un accord de libre-échange avec les Britanniques, on risquait de perdre 0,5 de croissance. Hein, allez, à la louche. 0,5. 0,5 quand on en est à moins 10%, franchement, tout le monde s'en fout. C'est comme l'argent magique. C'est-à-dire que tout a changé, les proportions ont changé, les référents ont changé, tout simplement. Donc, pour revenir à mon développement, donc les États lâchent la bride et la Commission européenne organise justement ce changement de la substance même de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle n'est plus un père fouettard, elle organise la distribution des cadeaux. Bon, c'est plutôt sympathique d'ailleurs. Mais le problème, c'est que tous les États n'ont pas les moyens de venir en aide à leur économie. C'est un problème fondamental. C'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, mais les Pays-Bas aussi, dégagent des excédents grâce à l'euro, des excédents commerciaux qui se traduisent en excédents de capitaux absolument massifs. Hein. Pour les Allemands et les Néerlandais, c'est entre 9 et 10% de leur produit intérieur brut, ce qui crée un déséquilibre interne énorme parce que ces excédents de capitaux ne sont pas réinvestis en Europe, mais sont investis aux États-Unis et en Chine. Bon. Donc, l'Allemagne et les Pays-Bas ont des finances publiques qui sont plutôt en bon état, et donc eux, ils ont les moyens d'aider massivement leurs entreprises. Si l'Europe n'intervient pas, qu'est-ce que ça aurait donné quoi précisément? Tout simplement que la majorité, et d'ailleurs c'est la majorité aujourd'hui des aides d'État accordées aux entreprises, sont allemandes. Donc les entreprises qui auraient résisté à cette crise majeure, ce choc incroyable du confinement, auraient été des entreprises allemandes. Et toutes nos entreprises, françaises, italiennes, espagnoles, etc., portugaises, auraient été totalement balayées. Donc l'Europe serait devenue un champ, une sorte de grand Disneyland où les entreprises allemandes auraient pu faire leurs courses, auraient pu exporter librement dans le grand marché où il n'y aurait plus de concurrents à la puissance allemande. En clair, on aurait eu une Europe allemande. Et Angela Merkel en a pris conscience. C'est-à-dire que si on n'arrivait pas à une sorte de mutualisation des coûts du confinement et du coronavirus, eh bien tout simplement on donnait les clés de l'Union européenne à l'Allemagne. Et est-ce que vous croyez franchement qu'on a créé l'Europe pour avoir une Allemagne impériale dominant tout le système? C'est politiquement inimaginable.
politiquement inimaginable. Donc, rapidement, vous auriez eu des populistes en Italie, des populistes en France, des populistes en Espagne qui seraient arrivés au pouvoir, et ils auraient fait ce que même moi j'aurais fait. J'aurais fermé les frontières aux produits allemands, je serais sorti de l'euro pour pouvoir dévaluer et relancer la machine, et j'aurais évidemment considéré l'Allemagne comme étant l'ennemi à abattre au sein de cette Europe naufragée. Et la chancelière l'a compris, c'est ça qui est très important. À ce moment-là, elle comprend qu'il y a quelque chose. Et donc, elle va jeter par-dessus bord quelque chose, et vraiment, je dirais l'alpha et l'oméga de la politique allemande, la politique économique allemande depuis 40 ans, qui est pas d'endettement commun. Le refus pendant la crise de la zone euro de l'endettement commun, le refus de mutualiser la dette, explique en grande partie la profondeur et la gravité de la crise de la zone euro. Cette fois-ci, elle comprend que si on ne fait rien, l'Europe explosera. Et le pays qui sera rendu responsable de cette explosion de l'Europe, ça sera l'Allemagne. D'où ce changement de pied au début du mois de mai de la chancelière Merkel. Elle accepte la proposition d'Emmanuel Macron d'une mutualisation de la dette, c'est-à-dire de préparer un paquet, en l'occurrence le chiffre final sera de 750 milliards d'euros, qu'on va emprunter sur les marchés en commun pour prêter non pas en fonction, je dirais, de la richesse de chacun, mais en fonction de la gravité de la crise dans chaque pays, et cette dette sera remboursée en fonction de la richesse de chacun et non pas en fonction de ce qu'il a reçu. Donc, c'est un saut fédéral absolument sidérant qu'on a fait, que vraiment je pense que vous m'auriez posé la question en avril, je vous aurais dit, no way, ça n'arrivera jamais, les Allemands préféreront mourir sur leur ligne Siegfried du refus de l'endettement commun. Et ils l'ont accepté. Ça a été cette longue négociation du mois de juillet, vous avez dû suivre, hein, un Conseil européen qui a duré 4 jours et demi, jour et nuit, avec des crises, etc., etc. On pourrait revenir parce que ça n'a pas été que glorieux, puisqu'il y a quand même eu des sacrifices sérieux du côté du budget communautaire, mais on s'est mis d'accord sur un emprunt commun de 750 milliards d'euros pour venir en aide aux États touchés par la crise. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelait le moment hamiltonien. C'est les Britanniques qui ont qualifié ce moment, le moment hamiltonien de l'Europe. C'est quoi le moment hamiltonien ? Alexander Hamilton était le premier secrétaire au Trésor américain des tout jeunes États-Unis, qui en 1792 comprend que l'Amérique ne va pas s'en sortir avec ses différents États, c'est une confédération à l'époque, si on ne mutualise pas la dette. Différents États sont ruinés à cause de la guerre d'indépendance, et donc il faut mutualiser la dette et créer une dette fédérale qui va permettre d'emprunter à très bon taux sur les marchés, et on va pouvoir ensuite reprêter cet argent aux différents États. Et ça a fait basculer la confédération américaine vers une fédération. Donc on s'est dit à ce moment-là, ah ben voilà, on a notre moment hamiltonien. Donc fin juillet, un renversement extraordinaire. Au mois de février-mars, l'Europe s'effondre, mais gravement, et là elle réagit. Et elle réagit contrairement à ce qui s'est passé entre 2010, 2012 et 2015, puisque la crise de la zone euro a continué jusqu'en juillet 2015, elle réagit à une vitesse extraordinaire. Et ça, c'est quand même quelque chose de sans précédent aussi. C'est-à-dire que là, il a fallu que 3 mois, en gros, pour qu'elle se mette en ordre de bataille et qu'elle réagisse face à la gravité de la récession. Donc, fin juillet, c'est extraordinaire, véritablement, tout va bien. On se dit, mais c'est incroyable, on va connaître enfin de notre vivant une fédération européenne, parce qu'une fois qu'on a goûté à la dette commune, on n'en sort pas, il ne faut pas rêver, on n'en sortira pas. C'est-à-dire que les États vont apprécier cette dette qui ne leur coûte rien pendant 30 ans, et on va à terme créer ce qu'on appelle des ressources propres ou des impôts européens qui font que cette dette sera remboursée non pas par les citoyens européens, très indirectement, mais par les grandes compagnies du numérique, hein, ce qu'on appelle les GAFAM, par les Chinois, parce qu'on va instaurer une taxe carbone, une taxe sur les transactions financières, etc., etc. Donc, des impôts qui ne pèseront pas sur nos entreprises et nos citoyens. Et une fois qu'on a goûté à ça, un emprunt qui ne coûte rien et qui n'est pas remboursé par vous-même, mais on va continuer, évidemment. C'est-à-dire, on a mis le doigt dans un engrenage dont on ne sortira jamais, et plus cet endettement commun grossira, plus le budget européen qui en résultera, parce que ça sera un budget européen qui ne dit pas son nom, sera important, plus on ira vers une fédération européenne. Le problème, et c'est toujours le même problème avec l'Europe, c'est que ce n'est pas les institutions européennes qui gouvernent l'Europe, ce sont les États. Or, au début août, eh bien, les États ont replongé. Vous savez, c'est comme les junkies, hein, les drogués.
D'ailleurs, le mec dit, oh, c'est fini, j'y touche plus, maintenant, ou les alcooliques, je touche plus à la bouteille, c'est bon, ça y est, j'ai fait ma cure, donc c'est terminé. Et bien, ils ont recommencé. Tout le mois d'août, la Belgique, c'était le premier pays à le faire, s'est mis à refermer, chaque pays s'est mis à refermer ses frontières, c'est-à-dire à interdire la libre circulation entre les États. Le résultat, on est aujourd'hui à la mi-septembre. À la mi-septembre, toutes les frontières sont fermées, de facto. On a le plus grand mal à circuler d'un pays à l'autre. Alors, pas les marchandises, mais les citoyens. Le problème, c'est que ce refus de laisser les citoyens circuler pour lutter contre le virus, ben, ça a un impact majeur sur l'économie. Je ne parle même pas des restaurants et des bars, mais tout le secteur touristique, les transports, le rail, le transport aérien, sont quasiment au bord de la faillite. Donc, le plan de 750 milliards d'euros qu'on a arrêté, donc d'emprunt commun, risque d'être insuffisant parce que nous sommes en train d'aggraver la crise. Aujourd'hui, on vous annonce que la reprise ne sera finalement peut-être pas en 2021, il y aura une petite reprise, mais il faudra attendre sans doute 2022. Mais au rythme où on est parti, ça sera 2023, 2024, 2025. Donc, les plans à 750 milliards d'euros, il va falloir peut-être y revenir beaucoup plus tôt qu'on l'imagine. Maintenant, il va falloir réexpliquer aux États qu'il ne faut pas fermer les frontières, il faut adopter des critères sanitaires communs, des mesures sanitaires qui soient les mêmes d'un pays à l'autre. J'aimerais comprendre pourquoi, par exemple, en France, on considère que le masque dans la rue, en espace extérieur, c'est une nécessité absolue pour lutter contre le virus, pendant qu'aux Pays-Bas, on dit que ça ne sert strictement à rien et on peut circuler librement dans la rue sans masque. Vous comprenez quelque chose? Moi, personnellement, pas. Une science qui varie en fonction de la frontière, ça, j'ai jamais vu de ma vie. Le principe de relativité, il est valable que ça soit au pôle Nord ou en Sibérie. Donc, c'est vraiment la même chose. Or là, non, on vous explique, le virus se comporte différemment selon l'endroit où il se trouve. Incompréhensible. Donc là, il faut recommencer. C'est-à-dire que il va falloir remettre sur le tapis les traités pour que, enfin, on donne des compétences claires et nettes à la Commission européenne pour gérer en commun une crise commune. Sinon, on va redévaler la pente à chaque fois. Tant que l'Europe sera dirigée par les États, c'est-à-dire par les gouvernements, parce que c'est ça la réalité, à l'unanimité, on continuera à avancer de 2 pas et à reculer d'1 pas. 2 pas, 1 pas. Voilà, c'est une présentation un peu longue, je reconnais, mais c'était pour vous donner un peu voilà, c'est positif et négatif ce qu'on vient de connaître. Alors, je suis incapable de vous dire ce qui va sortir du Conseil européen du 24-25. Peut-être qu'on va sortir par le haut à nouveau, peut-être que ça va être de nouveau un sommet de crise. Il y a un autre sommet qui est prévu le 15 octobre, donc peut-être que là, on va s'en sortir à ce moment-là. Je ne sais pas. Voilà, on vit une période incertaine qui peut déboucher encore une fois sur davantage d'intégration ou un éclatement de l'Union européenne. Alors, en gros, quand même, ce que vous dites, si on vous suit, c'est que le Covid peut être l'occasion d'un grand saut en avant vers un fédéralisme. C'est possible ou pas? Au mois de juillet, le Covid était clairement un accélérateur d'intégration. Oui. C'était un choc extérieur qui touchait tous les pays au même moment. Le rêve du choc symétrique venant de l'extérieur. Personne ne pouvait dire c'est la faute des Grecs, c'est la faute des Italiens, c'est la faute des Espagnols. Là, pas possible. À la limite, la faute des Chinois. Mais bon, c'est plutôt la faute d'un pangolin et d'un chauve-souris. Ça, c'est un peu inattendu. Mais en gros, on a tous les États ont sous-estimé, tous les États ont mal géré, tous les États se sont comportés égoïstement. Donc, c'est dans ces cas-là que l'Europe donne le meilleur d'elle-même. On se rend compte qu'on peut blâmer personne, donc le fameux blame game ne joue pas, et que le seul moyen de s'en sortir, c'est en commun. Parce que, encore une fois, le virus ne connaît pas les frontières. Donc oui, le coronavirus peut nous pousser à agir ensemble, et c'est là qu'on réagira le mieux, on l'a montré au mois de juillet, mais ça peut aussi nous pousser à un enfermement national, voire à faire un enfermement local, où en gros, l'étranger devient le vecteur du virus et tout étranger est perçu comme quelque chose de dangereux qui va nous amener la mort jusque dans nos maisons. Terrible quand même. Un autre point, c'est la question internationale, géopolitique. Aujourd'hui, le monde est dominé par le rapport Chine-États-Unis. Quelle place on a dans ce débat? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour exister dans ce conflit entre la Chine et les États-Unis? Alors, effectivement,
comme si le Covid ne suffisait pas, on connaît en même temps toute une série de crises internationales à nos portes. Je veux dire, les empires de proximité que sont la Russie et la Turquie, des empires de proximité instables, posent des problèmes quasi insolubles à l'Union européenne, qui a le plus grand mal à gérer ces empires. Ce sont des empires, je parle de la proximité de ces deux-là avant d'arriver à la Chine, c'est des empires de proximité qui ne comprennent que le rapport de force. Et en l'occurrence, le rapport de force militaire. C'est pour ça que, par exemple, Emmanuel Macron n'a même pas réfléchi plus de 5 minutes avant d'envoyer des militaires, avec l'Italie d'ailleurs, bien que l'Italie n'ait pas la même vision de la Turquie que la France, mais a envoyé des moyens militaires pour soutenir la Grèce, pour envoyer un signal à Erdogan que non, il ne pouvait pas faire main basse sur les réserves de gaz probables qui se trouvent dans les eaux territoriales de Chypre et de la Grèce. Le problème, c'est qu'il n'y a que la France qui a les moyens militaires aujourd'hui avec le Brexit dont on parlait tout à l'heure, qui a les moyens militaires pour faire face à une menace extérieure. L'Europe est un nain militaire, et elle n'a pas la volonté d'être autre chose qu'un nain. Les Français ont cette volonté, les Italiens un petit peu, les Espagnols aussi, mais si vous montez vers le nord, vers l'Allemagne et vous allez vers l'est, il n'y a pas cette volonté-là d'être une puissance. Je parle de l'Allemagne en fait, parce que la Pologne, je pense que la Pologne par exemple a conscience qu'il faut s'armer, mais eux ils ne pensent pas tellement à la Turquie, ils pensent surtout à la Russie qu'ils considèrent comme un danger immédiat. Donc là, on a un problème de vision commune, c'est-à-dire nous, les Français par exemple, on continue à penser que l'Europe ça ne doit pas seulement être un soft power, donc un pouvoir qui exporte, qui a de l'influence par la norme, par la création de la loi, par le droit et par le commerce, mais qu'on doit aussi avoir les moyens de taper du poing sur la table, et ça passe par une défense européenne. Mais on est les seuls à le penser. Il y avait les Britanniques qui le pensaient, mais eux, ils le pensaient pour eux-mêmes, ils ne le pensaient pas pour les Européens. Néanmoins, ils avaient des moyens militaires qui faisaient que s'ils étaient d'accord avec les Français, à nous deux, je dirais qu'on pouvait peser lourdement sur l'échiquier mondial. La France seule va avoir des difficultés. Donc il faut que tout le monde s'aligne sur la France si on veut véritablement peser. La Chine, ça pose des questions différentes parce que la Chine ne veut pas nous envahir militairement. Elle n'a pas l'intention, évidemment, de prendre le contrôle de territoires comme la Turquie ou comme la Russie, qui veut recréer son glacis avec la Biélorussie et l'Ukraine. Elle a commencé déjà en Ukraine. Donc ça ne pose pas les mêmes questions, mais c'est quelque part c'est la même état d'esprit, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la Chine, c'est un ennemi, et il faut se l'avouer, c'est un ennemi, c'est un empire qui ne nous veut pas du bien. Il peut nous faire du bien parce qu'on peut profiter effectivement de ses produits à bas coût, mais son but ultime, c'est son bien propre, le bien de sa propre population qui l'intéresse. Ce n'est pas le bien des Français, le bien des Hongrois, le bien des Polonais qui l'intéresse. Et il faut pouvoir peser dans la balance. Et il faut être brutal pour ça. Exemple, il y a en Chine, comme aux États-Unis d'ailleurs, il y a un Buy American Act aux États-Unis, il y a un Buy China Act en Chine. Nous, on n'a pas de Buy European Act. C'est-à-dire que nos marchés publics sont ouverts à 90%, 95% aux Chinois et aux Américains. Donc, en clair, on ouvre un marché public, ça peut être une entreprise chinoise qui gagne, alors que les marchés publics chinois et américains nous sont interdits. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Non, c'est une attitude mentale. Parce que quand vous êtes désarmé militairement, vous ne pensez plus en termes de puissance. Vous pensez, vous êtes faible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous n'avez pas les moyens de vous défendre, vous n'avez pas les moyens d'être agressif, eh bien, vous êtes faible. Et c'est ça le problème européen, c'est vraiment son problème central sur l'échiquier international, c'est celui-là. Alors, de ce point de vue-là, moi, j'applaudis Trump. Le premier à avoir osé dire que les Chinois étaient nos ennemis, c'est Trump. Il faut quand même. L'Europe a suivi rapidement, grâce à Juncker, qui ne le pensait depuis longtemps, mais Juncker s'est engouffré dans la brèche ouverte par Donald Trump pour qualifier la Chine de rivale systémique
Ce qui est énorme. Dans le langage européen, rival systémique, c'est ennemi. C'est je vais te faire la peau. Voilà, c'est du brutal hein, dans le langage européen. Rival systémique. Parce qu'ici, la langue de bois dont parlait Bruno tout à l'heure est toujours très employée ici à Bruxelles. Donc, encore une fois, nous, on s'est engouffré dans cette brèche. Donc, les Américains ont enfin nommé le problème chinois. Je peux vous assurer qu'avant Donald Trump, si vous expliquiez ici que la Chine n'était pas notre ami, on vous regardait comme un grave malade. Parce que, non, vous comprenez, la mondialisation profite à tout le monde et on y gagne. Il faut voir, Bruxelles, c'est l'empire comment on peut dire, c'est les bisounours ici, les bisounours. Parce qu'en Europe, pour Bruxelles, l'Europe n'a pas d'ennemis. Hein. Elle a au pire, des amis en devenir. Alors vous vous rendez compte, passer de 2017 des amis en devenir à rival systémique, c'est pareil, c'est quelque chose de fondamental. Et ceux qui ont le plus changé, là aussi, une nouvelle fois, ce sont les Allemands. Parce que sans les Allemands en Europe, rien ne se fait. Sans les Français, rien ne se fait, ça c'est clair, parce qu'on est au milieu, dire que de toute façon les camions pour traverser l'Europe du nord au sud doivent passer par chez nous, tout simplement. Donc sans la France, rien ne peut se faire. Mais sans l'Allemagne, c'est la même chose. France et Allemagne sont essentiels sur l'échiquier européen. Donc, et l'Allemagne a pris conscience que les Chinois n'étaient pas leurs copains quand les Chinois ont racheté, au cours d'une OPA hostile, leurs bijoux robotiques. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est quoi ces investissements chinois hyper agressifs nous concernant? Je vous rappelle, pour vous donner un exemple un peu de ce que sont les Allemands, qui ont un peu de mal, je dirais, à se sortir de l'après-guerre. Au moment où on a lancé Galiléo, le pays qui était le moins allant, donc Galiléo, vous savez, c'est le GPS européen. Qui fonctionne maintenant. Hein. D'ailleurs, si vous avez pu le constater, la précision, vous ne voyez pas toujours, mais sur les nouveaux smartphones, vous êtes à une précision de quelques mètres. Hein. Avant, avec le GPS américain, c'était à 1 kilomètre. On vous indiquait un endroit, vous dites, mais c'est marrant, ça, je ne reconnais pas. Maintenant, avec Galiléo, c'est fantastique. Mais Galiléo, ça a failli mourir parce que les Allemands n'en voulaient pas, parce que ça voulait dire se fâcher avec les Américains. Parce que les Américains voulaient qu'on continue à utiliser le GPS. Or, utiliser le GPS, pour nous, c'était une dépendance énorme, parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple simple de dépendance souveraine. Pour tirer un missile, nous, les Français, parce que nous, on a des missiles super bien, guidés par satellite, on doit demander une clé de tir. Alors, évidemment, on ne peut pas se contenter du GPS que vous aviez sur votre smartphone, parce que si c'est une erreur de tir de 1 km, ça peut faire des méga dégâts. Donc, on va demander une clé cryptée au Pentagone, leur expliquant quand on va tirer le missile et vers quelle cible on va le tirer. Et à ce moment-là, il vous donne une clé cryptée qui vous permet d'utiliser le canal militaire du GPS pour que votre missile arrive très précisément sur sa cible. Inimaginable qu'on dépende comme ça des Américains. Donc Galiléo, c'était ça l'idée, c'était l'indépendance. Et à cause des Britanniques, on n'avait pas de canal militaire pour Galiléo. Les Britanniques ont tout fait pour qu'il n'y en ait pas. Finalement, on en a réservé un. On l'a bien fait. Avec le Brexit, maintenant, on va pouvoir le mettre en œuvre, ce canal militaire. Mais les Allemands, ils étaient contre Galiléo parce qu'ils trouvaient que c'était un acte de défiance à la guerre de l'Amérique. Alors, c'est l'Amérique pré-Trump, hein, qui fait que, non, il vaudrait mieux se contenter du GPS. Finalement, ils ont accepté. Mais, et c'est là que c'est beau, la Commission européenne a été chargée de mettre en œuvre Galiléo. Et vous savez quoi? Il fallait des fusées pour lancer Galiléo. Hein, le satellite, ils ne montent pas tout seul. Et le directeur allemand des transports, qui était chargé de Galiléo, allemand, il a envisagé de filer le tir parce que c'était pas très cher, le tir des satellites Galiléo aux Chinois. Quand même magique. Alors finalement, la commission Barroso à l'époque a dit non, peut-être pas une bonne idée qu'on file ça aux Chinois. Allez, on va en filer 50% à Ariane et 50% aux Russes. Mais les Russes vont devoir lancer leur fusée de Kourou. Voilà, donc c'était le deal qu'on a trouvé. Et vous imaginez les Américains lancer leurs satellites stratégiques sur des fusées russes? Vous l'imaginez une seconde, vous? Personne n'imagine ça. Mais nous, les Européens, on est capables de le faire. Et les Allemands, en l'occurrence, c'est eux qui sont à l'origine de ce truc. C'est à cause d'eux qu'on utilise des fusées russes. La première réaction, les Français disent, mais non, on a une société européenne qui s'appelle Ariane Espace, spécialisée dans les lanceurs, donc on va lui filer l'exclusivité du lancement des satellites Galiléo. Eh bien, on n'a même pas réussi ça. Je pense qu'aujourd'hui, on y arriverait. Mais vous voyez le chemin qu'on doit parcourir en permanence parce que la vision du monde que nous avons n'est absolument pas la même. Vous voyez, une vision bisounours de la Commission, mais qui ne fait que refléter au fond la vision bisounours d'une majorité d'États membres. Pardon, autre sujet qui est
à l'ordre du jour un peu inquiétant, c'est la montée d'Orban et ses sbires, tous les gens qui sont anti-européens, qui passent leur journée à critiquer l'Europe. Est-ce que c'est une vraie menace pour l'avenir de l'Europe, tous ces nationalismes, ces gens d'extrême droite qui se défient de l'Europe, y compris en France d'ailleurs? Alors, là, même chose, le coronavirus. Vive le coronavirus. Voilà, le coronavirus a beaucoup changé les choses, mais pas dans le bon sens. Zut. Je pense que, mais c'était déjà le cas au moment de la crise migratoire de 2015. Qui aurait pu penser en 2015 que le modèle Orban, refuser l'arrivée de demandeurs d'asile, de réfugiés et de migrants, deviendrait le modèle de l'Union européenne? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, c'est le modèle de l'Union européenne. On a une Union européenne fermée, une Union européenne qui refuse de laisser rentrer des réfugiés, des migrants. Regardez ce qui s'est passé en février dernier en Grèce. Les Grecs ont été d'une brutalité, je ne vais pas dire inouïe, mais ont été brutales. Voilà, très brutales pour repousser les migrants à la mer. D'ailleurs, ils les ont empêchés de passer. Hein. On ne sait pas bien ce qui s'est passé dans le coin parce qu'il n'y avait pas de caméra pour surveiller, mais les Grecs ont fait ce que les Européens leur demandaient, c'est-à-dire no passava, et personne n'est passé. Et là, Erdogan a touché du doigt effectivement la volonté européenne, qui est, mon gars, contrairement à ce que tu crois, cette fois-ci, on a appris de 2015 et tu ne vas pas recommencer en 2020 ce que tu nous as fait en 2015. Donc, ce modèle-là est maintenant le modèle européen. Le coronavirus, c'est quoi? Le coronavirus, c'est quelque chose, c'est un virus qui a attaqué non seulement les êtres humains, mais je crois qu'il a attaqué profondément nos démocraties libérales. Aujourd'hui, le pouvoir, l'état de droit en France, c'est plus qu'un vague souvenir. Aujourd'hui, ce sont les préfets qui vont décider qui vous allez voir. Vous vous rendez compte? Je veux dire, il n'y a plus de débat démocratique. Le préfet interdit des réunions de plus de 10 personnes. Le préfet impose le port du masque en voiture, impose le port du masque sous un casque intégral alors que vous circulez dans la rue. Le préfet décide que les commerces ferment à 20h, décide que les restaurants doivent être vidés à 23h. Vous risquez une amende, voire pire, hein, parce que ça commence à 135 €, ça monte à 2600 à la troisième infraction, et ensuite c'est 6 mois de prison si vous ne portez pas votre masque dans la rue, dans une rue déserte, hein, j'entends bien. Parce que le préfet l'a décidé. Ça, c'est votre truc, quoi. Vous exagérez là-dessus. J'exagère pas, c'est la réalité. Dire Ouais, qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un débat démocratique à l'Assemblée nationale, sur les mesures sanitaires qui sont décidées jour après jour? Un matin, ça m'est arrivé récemment, je pars à Paris un jeudi à 16h, à 18h, Paris devient une zone rouge pour les Belges, donc comment je rentre chez moi? Hein, alors j'habite Bruxelles. Le lendemain, à 10h du matin, je sors sans masque dans la rue, et à 11h, le masque est obligatoire. Et monsieur, vous n'avez pas votre masque? Quoi, comment je fais mon masque dans la rue? Ah ben oui, monsieur, ça a changé. Hein. Vous n'avez pas vu l'arrêté, le mec qui vient de sortir? Bien, je n'ai pas vu l'arrêté. Voilà. Donc on est dans un momentum extraordinaire où on voit la démocratie libérale, c'est-à-dire qui est un espace de débat, un espace où les élus, les représentants de la nation vont décider des mesures qui concernent nos libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir, la liberté de s'habiller comme on veut, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, la liberté… Eh bien, tout ça, c'est terminé. Au fond, et Orban, il se marre. Parce que d'ailleurs, il se marre en permanence. Et lui, pour lui, c'est juste magique. Pain béni. Au fond, voilà, vous faites exactement la même chose que je fais. Bon, alors moi, je m'en prends pas comme les Polonais au LGTB+, hein, les Polonais, eux, ils y vont. Mais moi, en tant que Orban, je fais exactement ce que vous faites. En plus, grâce au coronavirus aujourd'hui, tous les États font ce que fait Orban, c'est-à-dire c'est l'État qui gère la moindre entreprise. Le plan de relance de 100 milliards d'euros, hein, les aides même au restaurant, ça sera décidé par un sous-préfet à la relance. Donc, c'est le sous-préfet qui va aller regarder dans chaque restaurant pour voir s'il a vraiment besoin de l'aide. C'est-à-dire que le libéralisme, quand j'entends François Hollande accuser Emmanuel Macron d'être un ultralibéral, je me marre. On est en plein gosse-plan. C'est le retour du gosse-plan. C'est-à-dire que l'État, non seulement maintenant, régit vos vies, c'est-à-dire va dire qui vous devez voir, à quelle heure vous pouvez sortir, comment vous devez vous habiller, mais en plus, il régit l'économie. Donc,
l'état d'urgence, c'est quelque chose d'état d'urgence sanitaire. Donc au départ, vous vous rappelez, qui est adopté au mois de début mars, le 23 mars. Très intéressant d'ailleurs ce qui s'est passé parce que le 17 mars, on est assigné à résidence. Il n'y avait aucune base légale. Il faudra attendre la loi du 23 mars pour qu'il y ait une base légale. Parce que l'État n'avait pas le droit, le pouvoir de nous assigner à résidence de cette façon-là. Donc le Parlement vote la loi sur l'état d'urgence le 23 mars. Et le 23 mars, donc, nous voilà assignés à résidence. On me dit, ouais, vous en faites pas, c'est pour 2 mois. Bon, 2 mois, ça dure jusqu'au mois de juillet. 10 juillet, on lève l'état d'urgence. Mais en fait, on transcrit la loi dans le droit commun, qui devient donc le mode normal, je dirais, de gestion de la France. Et on devait sortir de cet état d'urgence sanitaire début octobre, et là, on vient de nous annoncer que ça sera prolongé jusqu'au mois de mars. Ça sera comme la loi d'état d'urgence de 2015 contre le terrorisme. On nous avait dit c'est pour 2 mois ou 3 mois au pire, et aujourd'hui c'est dans le droit commun et c'est devenu le mode normal du fonctionnement des services de police et de justice en France. L'état de droit, par rapport à celui que j'ai connu, bon, moi je suis bientôt retraité, tranquille, moi j'ai connu le bon temps, on pouvait faire ce qu'on voulait, etc. Vous avez l'impression que la démocratie triomphait. Aujourd'hui, je vois tous les acquis pour lesquels nous sommes battus attaqués les uns après les autres, et sous les applaudissements d'une population terrifiée. Là, je suis en train de relire là, de la Boétie, c'est super intéressant, de la servitude volontaire. C'est passionnant, on y est. La peur, le pouvoir, l'acceptation, parce qu'on est content, on a l'impression d'être protégé par cet État qui agit. Et Orban dit, bah, c'est exactement ce que je fais chez moi. Kaczynski en Pologne dit mais c'est exactement ce que je fais chez moi. Moi je défends la nation polonaise, vous défendez la nation française, je défends l'identité polonaise. Alors nous on n'en est pas là parce qu'on n'est pas à défendre l'identité polonaise, mais la loi, vous savez, que veut faire adopter Emmanuel Macron sur la sécession, là, j'ai oublié le nom de cette loi. Il y a un petit fumet comme ça. Imaginez que ça soit l'extrême droite qui l'ait proposé il y a quelques années, on aurait hurlé au fascisme. Aujourd'hui, tout le monde est là en train d'applaudir. Donc, le danger représenté, c'est ce que je dis d'ailleurs ici, quand les députés européens disent « Ah, il faut que les fonds, les 750 milliards d'euros et le budget communautaire, ça soit soumis au respect de l'état de droit. » Je leur dis « Mais quel état de droit? Lequel précisément? L'état de droit 2019 ? L'état de droit 2020 ou l'état de droit 2000 ou l'état de droit 1980. Quel type d'état de droit exactement? Parce que nous sommes entrés dans un état de droit fluide et c'est extrêmement dangereux. L'état de droit ne doit pas dépendre de chocs extérieurs. Est-ce que les Américains et les Britanniques ont suspendu leur état de droit? Ils ont pris quelques lois d'exception, ça je l'admets, mais pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que même en France, pendant la Première Guerre mondiale, les gouvernements tombaient. Et c'était autre chose, la Première Guerre mondiale, en termes de morts. Et là, la démocratie a continué à fonctionner. Là, le Parlement, pendant 3 mois, s'est mis en vacances. Et encore aujourd'hui, au lieu de dire, mais attendez, nous, on veut exercer nos droits, on veut que le gouvernement vienne nous rendre des comptes et justifie chacune des mesures qu'il prend, les types sont en vacances. J'ai posé la question à des députés et à des sénateurs, c'est oui, mais tu comprends, la situation est difficile. Et donc, on voit, la situation est toujours difficile, hein. On est entré dans un momentum où on considère que la démocratie n'est pas un régime adapté en temps de crise. C'est ça la réalité. Et les citoyens le pensent. Alors, quittons le Covid. Prenons l'environnement. La prochaine grande crise, c'est quoi? Ça va être la crise environnementale. On va regretter le Covid, je vous le dis tout de suite. D'ici 10 ans, on se dira, oh là, le Covid, c'était bien quand même, à côté de ce qui nous arrive là. Bon. Là, les citoyens se réunissent. Et la première proposition qui sort, vous savez, la grande conférence environnementale, vous vous rappelez de ça? La première proposition qui sort, c'est les libertés publiques doivent être soumises à la lutte contre le changement climatique. Ah ben alors là, l'état de droit, je dis, ça devient quelque chose d'extrêmement évanescent. Donc, à votre question sur les populismes, je dirais que, mais c'est fantastique, les populistes ont gagné, ils sont au pouvoir. Et d'ailleurs, posez-vous la question, pourquoi les populistes n'ont pas gagné de voix pendant cette crise? Mais parce que les gens, ils ont au pouvoir des gens, un personnel politique qui applique exactement ce qu'aurait fait Salvini ou Marine Le Pen en France. Ils n'auraient pas fait autrement. Donc, au fond, on est super content. On a ce qu'on demandait, de l'autorité partout. Paf. Donc,
moi, je trouve le moment extrêmement inquiétant. Je pense que nos démocraties libérales sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Les seuls qui résistent, et ça, c'est une question qu'on doit se poser, ce sont les sociétés protestantes. D'ailleurs, c'est le temple, là, c'est ça? C'est tout à fait. Nous sommes dans un temps protestant. Voilà. Bon, et justement, c'est très intéressant. Regardez, Pays-Bas, Allemagne, les pays scandinaves, ils ont pris des mesures pour lutter contre la pandémie, ils ne s'en sont pas si mal tirés, mais ils n'ont pas porté atteinte, comme nous, aux libertés publiques. Ils n'ont pas suspendu leur Parlement. On doit se poser la question, pourquoi ces sociétés nordiques et protestantes ont-elles mieux résisté que nous, les sociétés catholiques? Je n'ai pas de réponse. Hein. Je n'ai absolument aucune réponse. C'est une bonne question. Mais j'avais une autre question par rapport à cette question religieuse. C'est que les gens qui ont fondé l'Europe, c'était des gens de la démocratie chrétienne qui avaient une vraie vision d'un christianisme universel. Ça s'est perdu où, tout ça? Ah, ça c'est une question compliquée sur laquelle j'ai beaucoup évolué. Parce que moi je suis athée, profondément athée, je déteste toutes les religions. Voilà. C'est pas sympa ça, c'est pas sympa. Ça. Bon, voilà, je vous le dis, on entend Fachi qui parle. Ouais. Hein, voilà, je suis. Non, mais moi, j'ai pas envie qu'on m'emmerde avec ces trucs-là. Donc, si on fait sa religion chez soi tranquillement, ça ne me dérange pas. Mais le modèle religieux, quelque chose. Mais au bout d'un moment, je dois dire, depuis quelque temps, je me pose de sérieuses questions. Parce que l'idée européenne, je dois le constater, au jour d'aujourd'hui, elle refuse ses racines chrétiennes. Hein. Aujourd'hui, on veut couper l'idée européenne de ses racines chrétiennes. Or, ceux qui ont porté l'idée européenne, effectivement, et vous avez raison, ça a toujours été des chrétiens, et surtout des catholiques en l'occurrence. Hein, tout à fait. Beaucoup plus que les protestants, qui ont toujours été, et c'est intéressant aussi, c'est des vraies questions à se poser, hein, plus méfiants, notamment l'impression du Nord. Alors, est-ce que c'est le calvinisme? Allez savoir, j'en sais rien. Je ne suis pas assez spécialiste des subtilités du protestantisme pour trancher. Mais en tous les cas, je veux dire, on s'est coupé de ses racines, et ça a été notamment au moment du débat, vous vous rappelez, sur la Constitution européenne, où il était question de mettre dans l'avant-propos, dans les valeurs de l'Union européenne, de citer les racines chrétiennes. Moi, à l'époque, je me suis dit, quand même, c'est très anti-musulman, on va dire, voilà, parce que c'est l'islamophobie qui est la grande peur aujourd'hui. Surtout, critiquons pas les musulmans, parce qu'en fait, les musulmans, ça revient, on a essentialisé, c'est très curieux, la religion musulmane. C'est-à-dire que si je dis les catholiques sont tous des cons, on va dire, ouais, d'accord, mais c'est pas sympa pour le pape, tu vois. Bon. Mais si je dis les musulmans sont tous des cons, on va dire, ah, t'aimes pas les arabes et les noirs. Et non, c'est pas la même chose, là. On peut être noir et arabe et ne pas croire en Dieu et ne pas être musulman. Mais aujourd'hui, on a fondu les deux notions, ce qui est complètement angoissant. C'est-à-dire que si moi j'étais ramené à mon identité, j'ai été formé dans la religion catholique, hein, comme tout le monde, ceux de ma génération en tous les cas, et donc si j'étais ramené à mon identité dont je ne pouvais absolument pas m'évader, l'horreur absolue, le piège pour le libertaire que je suis, comme le dit Bruno, c'est quelque chose que je ne peux pas être assigné à une identité comme celle-là. Et donc en 2003, au moment où on discute de ça, je me dis non, quand même, il ne faut pas rentrer dans ce truc des racines chrétiennes. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis peut-être que c'était un moment où on a loupé quelque chose, où on aurait dû le dire clairement, parce que derrière, ce n'est pas seulement de dire on est chrétien, etc., on croit en Dieu. La question n'est pas là, c'est celle des valeurs. Or, l'Europe s'est fondée sur des valeurs. Et ces valeurs, elles sont portées par le christianisme moderne. Je ne parle pas du christianisme d'il y a 4 siècles, évidemment, une religion qui a évolué, mais ce certain nombre de valeurs, comme celui de l'égalité, c'est quelque chose de très fondamental, de l'amour du prochain, du respect des différences, des choses quand même qui sont intrinsèques à ces religions chrétiennes. Donc, je me dis, peut-être qu'on aurait dû le dire pour dire, voilà, bon, ok, vous, les autres pays, vous êtes fiers de vos religions, mais nous aussi, au fond, nous sommes fiers de ces religions parce que c'est celles-là qui nous ont fondés. C'est ces religions, et le fait qu'on les a renvoyées dans les églises, dans les temples, etc., qu'on a réussi à séparer le domaine public, le domaine privé, le domaine religieux, fait qu'aujourd'hui, l'Europe, elle a quelque chose à dire au monde. Oui, l'Europe, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Nous n'avons pas sur nos pièces « In God we trust ». Ça, c'est tout con. Oui, c'est vrai que nous avons des valeurs, et ces valeurs universalistes ont du mal à vivre avec des religions qui veulent exclure les autres religions de leur champ
public. Hein, c'est ça qui est grave. C'est pas tellement la religion en elle-même pratiquée chez soi. C'est dans le champ public, je veux affirmer que les espaces m'appartiennent. Et là, donc voilà, je reste prudent parce que c'est un sujet. En plus, vous voyez ce que je suis en train de dire là. Ça peut être récupéré par des islamistes qui vont dire ah regardez, il est anti-musulman. C'est pas la question. Chacun pratique la religion qu'il veut chez lui. Moi, je suis athée et je fais chier personne avec le fait d'être athée. Je n'ai mené aucune guerre. Je ne connais pas beaucoup de athées qui ont mené des guerres au nom de leur athéisme. Personnellement, je l'avais vu. Bon, on a vu on peut dire que les communistes sont athées, oui, mais ils ont mené des guerres au nom de leur idéologie. Toutes les idéologies ont mené à des horreurs. C'est quand même quelque chose qui devrait être ancré en nous. Et c'est ça que j'aime dans le projet européen, parce que c'est fondamental dans le projet européen, c'est ce refus, justement, de considérer que notre modèle doit être imposé au reste du monde. Nous, on dit au reste du monde, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez partager nos valeurs. Nos valeurs sont universelles, mais nous n'avons pas l'intention de les exporter. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique, on ne va pas imposer la démocratie et nos modes de vie occidental à la Syrie, à l'Afghanistan et à l'Irak. Non, chacun choisit son développement économique, politique, etc., personnel. L'Europe, il y a une tolérance dans la construction européenne que je ne retrouve nulle part ailleurs. Et dire, nous, tous Européens, quand on voyage, quand on va en Chine, etc., c'est là qu'on se sent européen. C'est-à-dire qu'en Europe, je me sens souvent français. Je me sens français. Mais dès que je sors d'Europe, j'ai compris, je suis européen. J'ai plus en commun avec un Finlandais qu'avec un Chinois ou un Américain. Ça n'a rien à voir. Je ne vous entends pas là. Oui, excusez-moi. Voilà. Ah, ça coupe. Je n'entends pas. Mon micro. Ah, là, ça y est. Voilà. Bon. Donc, je vous remercie pour cette fin qui nous ouvre un peu, qui donne un peu d'espoir. On avait prévu de donner la parole aux gens qui ont fait l'amitié de venir. Alors, il y a quelques questions. Alors, on va distribuer des papiers. C'est un peu compliqué, hein, le son n'est pas très bon. Alors, oui, vous n'avez pas parlé du Brexit. Pas très long, mais un petit mot sur le Brexit. Mais, le Brexit a eu lieu en 2016. C'est là que ça a constitué un choc, au moment du référendum. Ici à Bruxelles, comme je dis, c'est quand même le pays des bisounours. Il y avait beaucoup de gens, notamment à la Commission, qui espéraient que les Britanniques changeraient d'avis et reviendraient. Ils trouveraient un moyen pour rester, etc. Je dis, mais vous êtes dingue, les Britanniques, par pragmatisme. Oui, parce qu'ici, ce qu'on entend beaucoup à Bruxelles, c'est que les Britanniques sont pragmatiques. Alors, c'est bien une chose dont je suis certain, c'est que les Britanniques, c'est le peuple le moins pragmatique de la planète. Je donne toujours un exemple. Si les Britanniques avaient été pragmatiques, en juin 40, ils faisaient la paix avec l'Allemagne nazie. Mais ils n'ont pas été pragmatiques. Et on peut leur dire merci du fond du cœur. Ils ont résisté seuls contre une puissance qui avait envahi toute l'Europe. Eh bien, le pragmatisme, il était français. Hein. Nous, on a collaboré. Ah ben là, ils ont gagné. Voilà, c'est comme ça. Nous, c'est la France. Bon, les Anglais ne sont pas pragmatiques. Donc, ils ont choisi une voie suicidaire et j'étais certain qu'ils iraient jusqu'au bout. Et je dis à la Commission, mais arrêtez d'entretenir cette idée qu'in extremis, ils pourraient changer d'avis. Aujourd'hui, on a la confirmation que les Britanniques n'ont pas changé d'avis, qu'ils iront jusqu'au bout du Brexit. Alors, le Brexit a eu lieu le 31 janvier dernier. Donc, ils sont sortis des institutions communautaires, ils ont quitté le Parlement européen, ils ont quitté la Commission européenne, les différentes... Bon, ils sont toujours dans le marché unique jusqu'au 31 décembre prochain. Le 31 décembre qui arrive, ils sortent. Donc, au moment où ils sortent, 80% du choc, si vous voulez, sera encaissé à ce moment-là. La sortie du marché intérieur, ça veut dire que les trafics de marchandises, parce que c'est de ça dont il s'agit, le trafic de marchandises, les capitaux, les services et les marchandises cessent de circuler de façon fluide. C'est-à-dire que brutalement, il va y avoir des contrôles douaniers, il va y avoir des procédures, il va y avoir de l'administration qui vont faire que, par exemple, construire une voiture avec des pièces au Royaume-Uni avec des pièces détachées venant de toute l'Europe, eh bien, ça n'aura plus du tout le même coût que dans le marché intérieur. Donc, la sortie du marché intérieur, ça, le 31 décembre, est programmée, c'est inscrit. Donc, le choc arrive, il est là. Alors, on nous dit, oui, mais s'il n'y a pas d'accord de libre-échange, ça va aggraver
le choc. Oui, mais de 20%. Et le choc va être très grave pour eux. Alors on dit, ah mais attention, ils ont les moyens de nous embêter parce que les zones de pêche, là où on va pêcher, ce sont les eaux britanniques. Oui, c'est vrai, les eaux britanniques sont les eaux les plus poissonneuses et les Espagnols, les Français, les Néerlandais, les Danois vont pêcher dans les eaux britanniques. Oui, mais les Britanniques ne mangent pas de poisson. Donc leur poisson, ils doivent l'exporter quelque part. Et le seul endroit où ils exportent le poisson, c'est vers l'Europe. Alors bien sûr, ils peuvent passer un accord avec le Pérou pour vendre leur poisson au Pérou. On peut toujours imaginer des choses comme ça, ou au Zimbabwe, ou à l'Inde, etc. Ça n'arrivera pas. Donc en réalité, c'est un peu comme la façon dont les Russes nous tiennent. Quand on dit « Ah, on est dépendant des Russes parce qu'ils ont du gaz et du pétrole dont nous avons besoin. » Oui, mais ils n'ont personne d'autre à qui vendre. Parce que le gaz, il n'y a pas d'oléoduc ou de gazoduc vers la Chine, vers l'Inde. Le seul gazoduc qui existe, c'est vers l'Europe. Donc, ils sont dépendants, beaucoup plus dépendants de nous que nous sommes dépendants d'eux, parce que nous, on a les moyens d'apporter du gaz et du pétrole du reste de la planète. Et les Russes le savent parfaitement. Les Britanniques vont se retrouver exactement dans la même nasse que les Russes. Donc, ils ne veulent pas d'accord de libre-échange, mais ici, on l'a déjà intégré qu'il n'y aurait pas d'accord de libre-échange. Ils n'en veulent pas, tant pis pour eux. Encore une fois, je reviens à mon propos de départ. Quand on a une récession de 10%, vous croyez qu'on va se mettre la rate au courbouillon pour essayer de conclure un accord de libre-échange à tout prix avec les Britanniques pour leur épargner ce choc de 20%, donc les 80% c'est la sortie du marché intérieur, 20% non. Le seul problème, et là c'est un problème géopolitique, c'est la frontière nord-irlandaise. Alors là j'avoue que Boris Johnson, ancien journaliste, d'ailleurs quand Boris Johnson est devenu Premier ministre, je me suis dit qu'un jour je serais le maître du monde, tout est possible. Quand Boris Johnson a annoncé qu'il allait violer le droit international pour notamment la question de la frontière, de l'ouverture de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, la République irlandaise, c'est intéressant parce que c'est un faux pas majeur. C'est-à-dire, en clair, si jamais ils rétablissent des contrôles, ce qu'ils menacent de faire, la faute reposera sur les Britanniques. Tout le jeu, depuis le départ des Britanniques, c'était de faire peser la responsabilité du rétablissement de contrôle entre les deux Irlandes à l'Europe. Et si le conflit nord-irlandais renaissait, et il renaîtra si on ferme la frontière, c'est quasiment certain, parce que disent tous mes amis irlandais, on y va directement, d'autant plus que l'équilibre religieux s'est profondément modifié. Hein. Les catholiques font bien plus d'enfants que les anglicans, donc ils sont majoritaires maintenant quasiment en Irlande. Hein. Donc c'est plus du tout les années 70. Aujourd'hui, la faute reposera sur les Britanniques. Et c'est eux qui devront gérer le retour de la guerre civile en Irlande du Nord sans pouvoir faire peser la responsabilité sur l'Union européenne, qui elle, passe son temps à dire « Nous, on conclut n'importe quand, n'importe quel deal, mais dites-nous ce que vous voulez exactement dans ce deal, quelque chose de raisonnable entre une grande puissance et une petite puissance que devient le Royaume-Uni. » Alors, autre question, on nous parle un peu de la règle de l'unanimité. On a l'impression que ça bloque toutes les évolutions. Et pourquoi on ne fait pas des accords concentriques avec quelques pays pour avancer plus vite au niveau de l'Europe? Est-ce que ce n'est pas un blocage central, cette histoire d'unanimité? Les coopérations renforcées, si vous voulez, c'est le monstre du Loch Ness bruxellois. Depuis que je suis à Bruxelles, on parle d'une Europe des cercles concentriques. En fait, non, ça ne marche pas. Regardez l'euro ou Schengen. Au départ, on fait ça à quelques-uns, et puis tout le monde rejoint, et puis finalement, ça devient une usine à gaz aussi complexe que ça l'était au départ. On a voulu lancer des coopérations renforcées dans quelques domaines particuliers, particulièrement chauds, notamment dans le domaine fiscal. C'est très intéressant. Parce que le domaine fiscal, notamment, on voulait harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés. L'assiette sur l'impôt sur les sociétés, c'est technique. C'est quoi? Ça veut dire, en gros, qu'est-ce qu'on taxe dans une société? Est-ce qu'on taxe les bénéfices non réinvestis, l'appareil pour production, etc. etc. Enfin, bon, bref, quelle est l'assiette fiscale qu'on va taxer? Delors, en son temps, avait calculé qu'à assiette fiscale équivalente, l'impôt sur les sociétés françaises et l'impôt sur les sociétés irlandaises étaient très proches. Actuellement, c'est 12, et je crois qu'en France, 33%, je crois, quelque chose comme ça.
Il avait calculé que c'était entre 12 et 15 en réalité. Parce que nous, en France, notre impôt sur les sociétés, il taxe très peu de choses, alors que l'impôt irlandais taxe énormément de choses. Donc, l'idée, c'était, on va harmoniser cette assiette fiscale, comme ça, on saura précisément quels sont les taux appliqués dans chaque État membre, et on verra si, oui ou non, il y a une concurrence fiscale. Ça a échoué, parce que les États ne souhaitent pas qu'on puisse comparer. Donc, on se dit, on va faire une coopération renforcée à 11 pays. Ça a échoué, parce que les 11 pays ne se sont pas mis d'accord. Les Français et les Allemands, c'est sous Sarkozy, ont signé un accord en disant on va faire une assiette fiscale harmonisée franco-allemande. Donc sous Sarkozy. Vous savez où on en est? Nulle part. Donc il n'y a pas de volonté. Donc les coopérations renforcées comme moyen de surmonter des blocages, oui, ça peut marcher. Mais ça peut marcher parce qu'en fait, tout le monde est d'accord, par exemple, pour créer la monnaie unique. Donc ça marche. Là, on commence à quelques-uns et les autres vont rejoindre. Ça a marché pour Schengen, la libre circulation, qui était une conséquence du marché intérieur. Dans les autres domaines, on s'aperçoit que ça ne marche quasiment pas. Le problème est mal pris. Le problème, c'est qu'il faut commencer par celui de l'unanimité. Et pourquoi il y a de l'unanimité? Il y a de l'unanimité quasi aujourd'hui au niveau européen, c'est au niveau du Conseil des ministres, dans le domaine fiscal et social. C'est là qu'il y a de l'unanimité. Le reste, tous décident à la majorité qualifiée. Il y a de l'unanimité, où ça? Au Conseil européen. Le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, par nature, ne peut décider qu'à l'unanimité. Et aujourd'hui, tous les sujets, je dis bien tous les sujets, tous, remontent au Conseil européen. Par exemple, le Green Deal de Ursula von der Leyen est remonté au Conseil européen, et dès qu'il y a un blocage au niveau du Conseil des ministres, ça remonte au Conseil européen. Donc même si on peut décider à la majorité qualifiée au niveau du Conseil des ministres, comme ça remonte au Conseil européen, c'est l'unanimité. Le problème fondamental, c'est que l'Europe est dirigée par les États. Imaginez une seconde que les États-Unis d'Amérique fonctionnent comme l'Europe. Ça donnerait quoi? Il n'y aurait pas de président américain, il n'y aurait pas de Sénat américain, il y aurait vaguement un Congrès américain, mais qui saturait dans quelques domaines très limités. Et les États-Unis seraient dirigés par une assemblée des 50 gouverneurs des États, se réunissant 4 fois par an et décidant à l'unanimité. Vous imaginez ce que serait la puissance européenne aujourd'hui? Américaine? Il n'y aurait pas de puissance américaine. L'Amérique n'existerait pas. Et bien nous, c'est comme ça qu'on décide. Donc la question fondamentale, c'est celle des institutions. Moi, je suis juriste de formation et je sais que les institutions, ça traduit une volonté politique. Si on veut devenir grand, il faut une Europe fédérale, c'est-à-dire, l'Europe fédérale, c'est simple, ça ne veut pas dire une concentration de tous les pouvoirs à Bruxelles, surtout pas, mon Dieu, surtout pas. C'est au contraire, il faut réduire les compétences de l'Union européenne, les réduire drastiquement dans une dizaine de domaines, c'est tout. Et le reste, elle ne s'occupe pas de ces questions-là. Voilà, ce n'est pas son domaine. Ce sont les États, comme dans les États fédérés, tels qu'ils fonctionnent. Et vous créez des institutions propres à ces compétences, donc avec un président ou un Premier ministre, ce que vous voulez, avec un Parlement européen doté des pleins pouvoirs dans ces domaines de compétences, et vous avez une gestion au niveau de Bruxelles, donc au niveau européen, dans ces domaines fédéraux, et les États fédérés, eux, continuent à gérer leurs affaires comme ils l'entendent. Ça résoudrait tous nos problèmes, notamment par exemple dans la gestion de l'euro. Si on avait un budget de la zone euro fédérale, donc, Bruxelles n'aurait pas à mettre son nez dans le budget des États nationaux. Je veux dire, moi personnellement, vraiment, je ne supporte pas que 2 types dans un bureau viennent à Paris expliquer à Bruno Le Maire comment il doit faire son budget. Je veux dire, c'est inacceptable parce que moi, j'ai élu. J'ai participé aux élections en France, Bruno Le Maire est je l'ai élu indirectement, si vous voulez, et il prend ses responsabilités. Les types de la commission, je ne sais pas qui c'est. Et au nom de quoi viennent-ils donner? Au nom de quel texte adopté en 1996? Vous imaginez, le pacte de stabilité budgétaire, il remonte à 1996. On vient expliquer à la France comment elle va gérer son budget de 2020. Ça n'existe nulle part. Donc il faut séparer. Au niveau national, donc le budget national, au niveau européen, c'est la gestion du budget de la zone euro, et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Est-ce que vous croyez que Washington intervient quand Rhode Island est au bord de la faillite, quand la Californie est au bord de la faillite? Même la Californie n'intervient pas pour sauver le comté d'Orange de la faillite. C'est vous dire. Chacun se débrouille. Et l'État fédéral, lui, il vient apporter des fonds pour aider les États fédérés à surmonter la crise économique qu'ils ont eux-mêmes causée
par leur inconséquence. Mais l'État fédéral ne va pas équilibrer la balance budgétaire des différents États ou envoyer une troïka pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ça serait la révolution aux États-Unis. Ben nous, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est un régime, un système inefficace, extrêmement intrusif et non légitime. Et c'est pour ça que, pour moi, institutionnellement, le seul moyen de sortir de tout ça, c'est une Europe clairement fédérale. Applaudi, vous n'avez pas entendu, mais c'était applaudi. On m'a deux questions là qui sont un petit peu liées. C'est l'ouverture vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'on n'est pas là sous domination, diktat américain? Pourquoi on n'a pas de rapport plus ouvert, plus pacifié avec la Russie, qui est un voisin de l'Europe au fond? Et puis il y a une autre question, c'était l'ouverture à d'autres questions, d'autres sociétés, Kosovo, Albanie, Macédoine. Est-ce qu'il faut continuer à s'ouvrir, surtout à des pays plus ou moins instables? Est-ce que ça a un intérêt pour l'Europe? Alors, sur la Russie, d'abord, pour dialoguer, il faut être deux. C'est comme avec la Turquie. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas dialoguer et qui poursuit ses propres buts de guerre, je ne vois pas comment on peut faire la paix ou être en paix, ou avoir des relations pacifiques et détendues avec un pays qui a des visées impériales. Surtout qu'en l'occurrence, la Biélorussie et l'Ukraine, c'est le jardin arrière, le backyard, si vous voulez, des Russes, mais c'est aussi le nôtre. C'est aussi le nôtre. Et il y a des minorités polonaises en Ukraine. Hein. C'est pour ça que les Polonais sont extrêmement nerveux quand la Russie intervient en Ukraine. Donc, je veux dire qu'on a un problème d'interlocuteur, tout simplement. Pour autant, est-ce que l'Europe n'a pas fait des erreurs? Si, évidemment, l'Europe a fait des erreurs. Et pourquoi l'Europe fait des erreurs? Parce que la politique étrangère, ce n'est pas européen. La politique étrangère, c'est national. Entre un Polonais qui déteste les Russes, mais c'est profond, pour eux, les Russes, c'est le diable sur terre, incarné, et des Hongrois qui retourneraient bien dans le giron des Russes, hein, on va dire les choses un peu brutalement, entre des Français qui, eux, respectent les Russes et le rapport de puissance à puissance fait qu'effectivement, Poutine et Macron peuvent se parler, même s'ils n'ont aucune confiance l'un dans l'autre, mais on est entre grandes personnes, on va dire, par rapport aux autres pays européens. Comment vous voulez avoir une politique commune? Et là-dedans, la Commission est hélas le triste reflet de la division des États membres. Au moment, vous savez, quand les Russes sont intervenus en Crimée dans le Donbass, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le rappelle hein, quand même, c'est important. L'Union européenne s'est lancée, et c'est la Commission qui l'a proposé, approuvé par les États membres, mais c'est la Commission, elle aurait pu un peu réfléchir. On paye des gens hyper bien pour réfléchir. En l'occurrence, ils n'ont pas réfléchi. On s'est lancé, et sous la pression des Polonais notamment, dans la négociation d'un accord d'association avec l'Ukraine. Le problème, c'est que les Ukrainiens, à ce moment-là, ont conclu un accord de libre-échange total avec les Russes. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire que pour les Russes, et les Russes nous ont envoyé des signaux, si vous concluez un accord d'association, on sait très bien que c'est le premier pas vers une adhésion, puisque c'est vrai que tous les accords d'association sont toujours terminés par des adhésions, et une adhésion à l'Union européenne, et surtout, horreur absolue, une adhésion à l'OTAN. Donc, l'accord d'association était un acte hostile pour les Russes. C'était pas difficile à comprendre. Ils nous ont envoyé des signaux. Ils nous l'ont dit juste avant de la signature. Et c'est au moment de la signature, je vous rappelle, que les Russes sont intervenus. Le jour où on devait signer, à ce moment-là, le président ukrainien a retiré sa signature, et ensuite, les Russes sont intervenus. Vous pouvez quand même se dire, oui, ils créent un accord d'association avec l'Ukraine, sans parler avec Moscou avant, mais c'est n'importe quoi. Je vous rappelle quand même, après la guerre, lorsque les Russes ont accepté que, notamment l'Autriche, mais aussi la Finlande, retrouvent leur indépendance, ça a été sous condition qu'ils n'adhèrent à aucune organisation internationale, et notamment pas à l'OTAN. Donc, on a neutralisé, ce sont devenus des pays neutres, hein, la Finlande et l'Autriche. On aurait très bien pu discuter avec les Russes en disant, bah, écoutez, voilà, on
on va signer un accord, ça passe avec l'accord d'association, on ne les appelle pas accord de stabilisation avec l'Ukraine, parce qu'il y a vraiment le ménage à faire en Ukraine, la corruption est endémique, ce pays est en train de s'effondrer, donc on va les aider, mais on prend la garantie, on signe même un accord en disant jamais on les laissera adhérer à l'Union européenne. Sauf que les Polonais, pour eux, l'accord d'association était bien le premier pas vers une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et donc, dans leur idée, à l'OTAN. Vous imaginez, les Russes acceptaient que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Pourquoi pas le Mexique adhérant au Comecon? Je veux dire, vous voyez un peu la provocation que c'était. À un moment, il faut réfléchir un petit peu. Personne n'a réfléchi. Et les Français non plus. Ils auraient pu se dire stop, on ne va pas provoquer l'ours russe. Eh bien, on a été. Voilà. Donc, on a une responsabilité incroyable dans cette affaire. Ils nous ont envoyé des signaux, on n'a pas été capable de les interpréter, on a continué, et voilà le résultat. Bon. Donc, oui, vous avez raison, la personne qui a posé la question, on devrait parler, mais le problème, c'est que maintenant, on a été tellement loin dans le soutien aux Ukrainiens que la solution que j'évoque, c'est-à-dire une neutralisation de l'Ukraine et demain peut-être de la Biélorussie, c'est très tardif. Les Russes n'ont plus confiance en nous. Et la raison, c'est que la politique étrangère, elle est nationale, elle n'est pas européenne. Si elle avait été purement européenne, c'est-à-dire fédérale, comme aux États-Unis, eh bien, on aurait peut-être pu avoir une solution intelligente et avoir une politique russe que nous n'avons jamais eue et que nous n'avons toujours pas. L'élargissement sans fin, oui, moi je suis opposé à l'élargissement sans fin, ça c'est clair. Déjà quand la Grèce a adhéré à l'euro, j'étais halluciné, c'était pas difficile. C'est-à-dire que si moi je vais en vacances en Grèce depuis 1981, vous allez en Grèce, vous comprenez que la Grèce c'est pas un pays développé, c'est quand même pas compliqué. Essayez d'acheter une maison en Grèce, on va vous dire ouais alors votre terrain il commence là puis il s'arrête là et puis il faut donner des fakélakis, des enveloppes à l'administration, etc. Il suffit, la moitié de l'Allemagne va passer ses vacances en Grèce et il découvre que l'Allemagne est un pays qui n'est pas un pays occidental selon nos normes. Donc évidemment, on était, dans mon livre là sur il faut achever l'euro, je recite les passages du rapport de la Commission et de la Banque centrale européenne sur la Grèce. C'est mythique, où ils expliquent que la Grèce est une économie compétitive. Et ils n'ont jamais mis les pieds, les gars. C'est pas possible. Ils n'ont jamais parcouru une rue défoncée d'Athènes. Ils ne savaient manifestement pas que nous avons financé 2 fois la construction de l'autoroute Athènes-Thessalonique et qui n'est toujours pas terminée. C'est lunaire, mais parce qu'on est incapable de dire quel est notre projet. Je dirais que quelque part, l'élargissement, c'est le substitut à notre projet. Tout à l'heure, on parlait des racines chrétiennes. C'est ça, finalement, on ne sait pas pourquoi on fait ça. On ne sait pas pourquoi on est ensemble, on est tous frères parce qu'on est sur le même continent. Moi, personnellement, ça ne me suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut poser la question de confiance. Regardez, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie sont manifestement n'ont rien à faire dans l'Union européenne. Maintenant, ils sont là et on ne sait pas comment les gérer parce qu'une fois qu'ils sont dedans, c'est pour l'éternité. Il n'y a aucune procédure d'expulsion. Ça, c'est terminé. Et on ne leur a pas demandé s'ils comprenaient bien à quel projet ils participaient. Parce que pour eux, pour la Pologne ou la Hongrie, l'Union européenne, c'est juste un marché et un tiroir-caisse. Ce n'est pas une communauté de valeurs, ce n'est pas une grande puissance en devenir. Non, c'est juste un truc qui permet de récupérer de l'argent des Allemands et des Français. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas le même projet. C'est pour ça que Mitterrand, au moment de l'effondrement du communisme, il avait ce projet, et ça a été mal reçu, et les Allemands ont fait semblant de ne pas comprendre. Là-dessus, ils ont une responsabilité historique. Je rappelle quand même que Mitterrand avait dit ils ne peuvent pas adhérer à la communauté économique européenne de l'époque, mais on peut imaginer une grande maison européenne. Et son idée, c'était ça, c'est-à-dire une grande maison dans laquelle tout le monde devait respecter l'état de droit via le Conseil de l'Europe, et en même temps un marché intérieur et avec des aides structurelles, mais pas l'adhésion, parce qu'il savait, François Mitterrand, parce que c'était un homme qui était il était vieux, il connaissait l'histoire, il avait vécu la Seconde Guerre mondiale, et il savait que les changements, ça obéit à des temps extrêmement longs. La réconciliation franco-allemande, elle ne s'est pas faite comme ça. Il a fallu 2 guerres mondiales, je dirais, pour qu'on se réconcilie. Ce n'est pas rien quand même. Et donc Mitterrand connaissait la lourdeur de l'histoire.
Voilà. Et donc, non, oui, les Macédoniens seront là bientôt, et puis après, on va se retrouver avec une crise macédonienne. Les Bulgares vont adhérer à l'euro, on aura une crise bulgare, parce que les Bulgares, évidemment, ça va tuer leur économie d'être dans un euro fort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on sait les erreurs qu'on va commettre, et on le sait, hein, tout le monde le dit, mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Pourquoi on va le faire? Pourquoi on va le faire si ça n'a aucun sens? Parce qu'on est gentil, on est des bisounours. On va pas dire non. On va pas dire non, ça se fait pas. Non, non, c'est comme un bébé qui est devant une prise électrique avec ses deux doigts. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends la main du bébé et je lui enlève la main. Non, non, la commission, tu sais que c'est pas bien hein, de mettre ta main dans la prise. Ça peut faire très très mal. Hein. Le bébé qui dans la prise mal, etc. L'électricité, il comprend? Non, il comprend pas. Et vraiment, il faut juste prendre. Eh ben, la commission, voilà, on va expliquer au bébé, il va comprendre. Non. Et ils se sont pris la claque bulgare, la claque roumaine, la claque hongroise, la claque polonaise, et ils continuent à devenir les mêmes discours sur l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine, etc. Et la Serbie. Il faut aller en Serbie et aller au Kosovo ou en Albanie, et vous vous rendrez compte que ces pays sont aussi prêts à adhérer à l'Union européenne que le Zimbabwe. Hein. C'est ça la réalité. Pour respecter le Zimbabwe. Dernière question qu'on a reçue là, c'était sur alors je l'ai pas démondialisation, mais la relocalisation en Europe des principaux. On entend ça depuis quelques mois. Est-ce que vous croyez que c'est réalisable, c'est sérieux ou c'est pas possible ou illusoire? Le coronavirus, encore une fois lui, va marquer un frein à la mondialisation. On s'est aperçu à cette occasion, mais bon, encore une fois, tout ça a été déjà écrit, que par exemple l'Europe, elle est totalement dépendante pour se fournir en molécules de base pour ces médicaments, Doliprane par exemple, tous ces médicaments-là sont produits à 90% en Inde et en Chine. C'est problématique quand même. Comme si le prix était la seule chose qui pouvait nous intéresser. Non, il y a des stocks stratégiques qui doivent évidemment être stratégiquement chez nous. Que les Chinois ou les Indiens fabriquent des grille-pains, on s'en fout, franchement, vous pouvez vivre sans grille-pain. Sans Doliprane, ça devient super compliqué quand même. Là. On l'a vu pendant le coronavirus. Donc, on va assister à des relocalisations, mais ça veut dire aussi à des augmentations de prix. C'est-à-dire à une baisse du pouvoir d'achat, à une baisse de la qualité de vie des Européens. Parce que votre Doliprane, vous allez plus le payer, je ne sais pas combien ça coûte, en France, 3 euros, vous allez le payer 10 euros. Ah, c'est ça la réalité, parce que produit chez nous, avec des ouvriers qui ont des salaires décents, pas comme en Chine, etc. ou comme en Inde ou au Bangladesh, et donc ça coûtera plus cher. Oui, il y aura des relocalisations, mais est-ce qu'on va démondialiser Rien n'est impossible. Déjà, on est passé à côté d'une déseuropéanisation. On n'est pas passé très loin, là, je dois dire. Donc, une explosion du marché intérieur. Donc, tout est toujours possible. Hein. On ne sait pas comment ça peut tourner. Imaginez une guerre en mer de Chine. Imaginez que les Chinois, que Xi Jinping, c'est pas impossible, envahissent Taïwan. Vous allez voir la mondialisation, ce qui va en rester. Je vous rappelle qu'avant la Première Guerre mondiale, avant 1914, le monde, tel qu'il était à l'époque, était bien plus intégré économiquement qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait la première mondialisation. Elle a été stoppée par la Première Guerre mondiale en 1914. En juillet 1914, personne n'imaginait qu'une guerre n'était possible. Personne n'imaginait que c'était possible. Parce qu'on était trop intégrés, on avait trop à perdre. Il y a des moments où simplement, l'histoire nous échappe et on va vers la catastrophe en sachant qu'on y va. Donc, au jour d'aujourd'hui, je n'y crois pas, mais je ne dis pas que c'est impossible. Ça, nullement. Je dis une guerre, le virus qui continue, qui revient et qui continue à causer des dommages dramatiques, mais pas ce virus-là. D'autres virus, il y aura d'autres virus, et bien plus mortels que le coronavirus. Le changement climatique va profondément modifier la face de la planète et peut aboutir effectivement à une démondialisation. Mais démondialisation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire un enrichissement, ça veut dire qu'on va tous perdre. On va tous s'appauvrir collectivement. Parce que la mondialisation, on le voit de notre côté. D'abord, pour tous ceux qui sont là, qui sont d'un certain âge, d'après ce que je vois,
on sait quand même qu'on a vécu du temps de la deux chevaux, d'avant le téléphone portable, d'avant 3 télés à la maison, l'écran plat machin, Netflix, etc. Nous avons vécu dans ce monde-là, dans ce monde où partir en vacances, ce n'était pas donné à tout le monde. Prendre l'avion, c'était un truc exceptionnel de prendre l'avion. Je me rappelle, c'était un truc, j'apparaissais comme un gosse de riche parce que je prenais l'avion pour aller en Algérie. C'était rien, c'était énorme. La caravelle, c'était une fête de prendre la caravelle. Donc, on s'est enrichi considérablement. Considérablement. Même si on a l'impression de s'appauvrir, on s'est enrichi considérablement. Mais pas nous seulement, le reste de l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de famine non organisée sur la planète. C'est-à-dire qu'en 1940, après 1945, lorsqu'on a créé toutes les institutions internationales, leur but, c'était d'éradiquer la faim sur Terre. Et elle a été éradiquée. Les seules famines qui existent aujourd'hui, c'est des famines qui sont causées par des gouvernements pour maîtriser des mouvements de révolte, leur population, etc. Il n'y a plus de famine. Les gens s'appauvrissent, c'est faux. L'enrichissement est continu sur la planète. Continue. Hein, je ne parle pas du vôtre, je parle du reste de la planète. Encore une fois, il faut regarder les autres. Il ne faut pas regarder son propre nombril, il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur. Il y a 500 millions de Chinois aujourd'hui qui sont plus riches que les Européens. 500 millions de Chinois. Il y a 50 ans, ils étaient dans la misère. Donc, la mondialisation est un succès incroyable. Et on perdra donc tous beaucoup si jamais on démondialise. Très bien. Écoutez, on vous remercie infiniment pour cette... Voilà, vous voyez un peu l'assemblée. Oui, masqué. Bruno disait que vous n'aviez pas la langue de bois. On a vérifié. En tout cas, un très très grand merci. Nous saluons ceux qui étaient sur le web, sur YouTube ou Facebook. Et s'ils veulent continuer le débat, on peut le faire. On verra plus tard comment on l'organise. En tout cas, un grand merci à vous, Jean. Merci. À bientôt. Merci. Salut Au Bruno. revoir. Au revoir.